100 millions d'euros levés, licorne en 3 ans, exit à 1 milliard. C'est le récit qu'on nous sert, le modèle qu'on nous vend, la success story à la française qu'on veut tous reproduire. Mais derrière ces chiffres qui font rêver, une autre réalité. 9 startups sur 10 qui lèvent des fonds ne survivront pas. Des fondateurs dilués jusqu'à ne plus posséder que 5% de leur entreprise. Des pivots forcés pour satisfaire des investisseurs. Des burn-out pour tenir la cadence de l'hypercroissance. Et si on vous disait qu'il existe une autre voie? Regardons les faits. En France, moins de 3% des startups lèvent des fonds. Pourtant, 100% des articles parlent de levée de fonds, comme si c'était le seul indicateur de succès, comme si sans les investisseurs, pas de salut. Cette obsession de la levée a des conséquences. Des entrepreneurs qui passent 80% de leur temps à pitcher, des business models pour plaire aux investisseurs, des croissances forcées qui mènent au mur. Station F, c'est 1000 startups. Combien sont encore là 5 ans après? Moins de 100. Et parmi celles qui ont levé gros, le taux de survie n'est pas meilleur, parfois pire. Prenez Cosimo Prêté, 2015, un bureau à Eurotechnologies, un ingénieur passionné par la sécurité documentaire. Il vient de passer 3 ans à observer les failles des documents d'identité. Passeport falsifié, identité volée, fraude massive. Il a une idée, une technologie optique révolutionnaire, invisible à l'œil nu, impossible à reproduire. Le saint graal de la sécurité documentaire. Premier réflexe, lever des fonds. Il prépare son pitch deck, 50 slides, business plan sur 5 ans. Il rencontre des investisseurs à Paris, Londres, Berlin. Les retours sont excellents. Potentiel énorme, marché gigantesque. Les offres tombent. 2 millions, 5 millions, même une à 10. Mais à chaque fois, les conditions, il faut viser 100 pays en 3 ans, il faut pivoter vers le B2C, il faut déménager à San Francisco, ou alors il faut céder 40% dès le premier tour. Un soir, épuisé après un énième pitch, Cosimo réalise. Ces millions, ce n'est pas de l'aide, c'est une prison dorée, une course effrénée qu'il n'a pas envie de courir. Il prend une décision radicale, refuser toutes les offres. Ses amis entrepreneurs le prennent pour un fou. Tu refuses 10 millions, t'es malade, sans les investisseurs, tu vas te faire bouffer par la concurrence. Sauf que Cosimo a un plan patient, un plan souverain. Son plan commence par un rendez-vous. Direction BPI France, boulevard Carnot à Lille. Face à lui, un chargé d'affaires qui a vu défiler des centaines de startups. Vous voulez lever combien? Je ne veux pas lever, je veux construire. Le chargé d'affaires sourit. Enfin, un entrepreneur qui ne court pas après les millions. Ils épluchent les dispositifs. Bourse French Tech, 30 000 euros. Pré-innovation R&D, jusqu'à 500 000 euros à taux bonifié. Aide pour l'innovation, 200 000 euros. Pas de dilution, pas de board, pas de pression. Cosimo se met au travail. Premier client, la préfecture du Nord. Troisième, les Pays-Bas. Chaque contrat finance le suivant. Chaque succès ouvre une porte. Pas de dépenses délirantes, pas de recrutement massif, juste une équipe soudée qui grandit au rythme des victoires. Aujourd'hui, Crime Science Technology sécurise les documents de dizaines de pays. Cosimo possède toujours la grande majorité de son entreprise. Valorisation, plusieurs dizaines de millions d'euros. Pendant ce temps, ses copains de promo qui ont levé, la moitié ont fermé. Un quart végète, 2 sont devenus des licornes, mais ne possèdent plus que 5% de leur boîte. Qui a vraiment gagné? Comparons 2 startups lilloises. Vraie histoire. Startup A, levée de 5 millions en 2020. Dépenses mensuelles, 400 000 euros. Effectif, 45 personnes. Statut 2024, en redressement judiciaire. Startup B, financement BPI France, 800 000 euros au total. Dépenses maîtrisées, 50 000 euros par mois. Effectif, 12 personnes. Statut 2024, 3 millions de chiffre d'affaires. Rentable, 25 personnes. La différence, la stratégie de financement. L'une a couru après la croissance, l'autre a construit sa croissance. Aujourd'hui, on déconstruit les mythes, on explore les alternatives, on donne les clés d'un financement stratégique. Avec 2 experts complémentaires, Camille Miralier d'abord, déléguée innovation chez BPI France Hauts-de-France. Elle connaît tous les dispositifs, tous les critères, tous les pièges. Elle va nous ouvrir la boîte à outils du financement public. Puis Cosimo Prêté, fondateur de Crime Science Technology. Il a fait le parcours, sans investisseurs, sans dilution massive. Il va nous raconter comment, pourquoi et avec quels résultats. Ensemble, ils vont nous montrer qu'il existe une 3e voie entre l'autofinancement pur et la course aux millions. Une voie française, souveraine, durable. Car l'enjeu dépasse la simple question financière. C'est une question de souveraineté. Qui possède nos startups? Qui contrôle nos innovations? Qui décide de notre stratégie?
Quand une deep tech française est rachetée par un fonds américain, quand une medtech lilloise déménage à Boston après sa série A, quand une fintech parisienne devient londonienne, on perd plus que des emplois, on perd notre avenir. Le financement, c'est politique, c'est stratégique, c'est vital. Bienvenue dans l'épisode Financer sa start-up, au-delà du mythe de la levée de fonds de Capsule ID. Aujourd'hui, on parle argent, sans tabou, sans langue de bois, pour que vous puissiez financer votre croissance sans vendre votre âme. Bonjour Camille Mirallier. Bonjour. Camille, vous êtes déléguée de l'innovation pour la direction régionale de Lille de BPI France, BPI, Banque publique d'investissement, et donc vous êtes la personne la plus à même de répondre à cette question. Quelle est la différence fondamentale entre lever des fonds privés et mobiliser des financements publics ? Alors, bonne question. Donc, c'est deux choses qui sont très complémentaires. Sur la levée de fonds privés, on va venir injecter du capital dans la société. Donc, les investisseurs vont venir prendre des parts au sein de la société. Alors que sur les financements publics, on va plutôt être sur des interventions en bas de bilan, donc en subvention ou en prêt, généralement, qui ne viennent pas diluer l'entrepreneur. Alors parlons de cette solution, puisque c'est ce que vous représentez avec BPI France. Quelle est la mission de BPI France et la vôtre en particulier ? Alors ça, c'est une vaste question. En réalité, chez BPI France, on fait les deux. Il y a 3 piliers chez BPI France, 3 grands piliers. On va avoir une partie qui va être donc sur l'investissement. On va venir prendre des parts au sein des sociétés. On a des fonds sectoriels nationaux pour pouvoir faire ça. On intervient également en financement en fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on vient financer les fonds privés français. Et on a un deuxième pilier auquel moi j'appartiens qui est le financement. Donc le financement, on vient intervenir sur les sociétés de toute taille, de la start-up au grand groupe, en innovation, mais pas que. Également sur des financements bancaires classiques. On intervient aussi également à l'export, on fait tout un tas de choses. Et enfin, le troisième grand pilier de BPI France, ce sera toute la partie conseil, accompagnement qui est proposée aux entrepreneurs. Donc à travers nos diagnostics et les accélérateurs. On va rentrer un peu dans le détail après, mais si on présuppose qu'un investisseur veut un rendement rapide et important, quelle serait, à contrario, la philosophie, la raison d'être de BPI France ? Alors, contrairement à un investisseur sur ma branche, je vais parler pour ma branche, sur la branche financement de l'innovation, nous, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir aider les entrepreneurs à se développer, à lancer leurs projets, à passer à l'échelle. Et bien évidemment, on va leur demander de rembourser nos prêts une fois qu'ils ont lancé leur programme de recherche et de développement. Donc, on va plutôt attendre que nos prêts soient remboursés. Camille, ça concerne qui, ces financements BPI France ? Est-ce qu'il faut être une deep tech ? Est-ce qu'il y a des profils particuliers ? Alors non, pas forcément. En réalité, comme je le disais, on va financer vraiment tout type d'entreprise. On a effectivement des dispositifs qui sont dédiés aux entreprises qualifiées de deep tech, avec un continuum de financement qui est dédié à ces entreprises. Mais on a également des financements classiques, qui représentent d'ailleurs la majorité de nos financements, à destination de tout type d'entreprises qui portent des projets d'innovation. Ça peut être de l'innovation tout à fait incrémentale. Ça peut être vraiment tout type d'innovation. Ça va de l'industrie à la start-up du numérique, je sais pas, la santé. Voilà. Et est-ce qu'on peut estimer les montants des aides accordées, l'échelle ? Ça dépend du dispositif qui est sollicité, ça dépend de l'entreprise aussi, ça dépend de où est-ce qu'elle en est rendue dans le développement de son produit. On va vraiment accompagner les entreprises sur un continuum de financement. Donc au début, on fera des petites interventions, plutôt sous forme de subventions. Et après, on viendra accompagner les entreprises sur des interventions un peu plus conséquentes. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que nous, on intervient toujours en cofinancement avec l'entreprise, donc avec la trésorerie de l'entreprise. On ne vient pas financer à 100% un programme de recherche et développement. Donc, il faudra que l'entreprise ait les moyens de porter le programme qu'elle nous présente et la trésorerie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce projet. Alors, vous nous expliquiez que BPI France fait à la fois de l'investissement dilutif et non dilutif, c'est bien ça ? Tout à fait, on fait les deux.
Alors, parlons maintenant des dispositifs. Et je voudrais commencer par vous faire réagir sur une spécificité française, qui est celle de l'ACRE, octroyée par France Travail, qui accompagne les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Est-ce que ça a un impact sur votre façon de travailler, votre accompagnement ? Alors, ça n'a pas forcément d'impact direct sur nos financements. En revanche, effectivement, l'ACRE est une solution qui permet aux entrepreneurs d'avoir un salaire, un complément, un revenu, ce qui facilite la création de l'entreprise pour ces derniers. Alors, ces derniers arrivent chez vous. Sur le parcours type, il commence comment, ce parcours ? Alors, généralement, quand l'entrepreneur vient de créer sa société, qu'il lance son premier programme de R&D, donc il a une preuve de concept ou un MVP, nous, on va venir l'accompagner avec un premier programme en subvention, qui est la bourse French Tech. C'est un dispositif qui est dédié aux entreprises de moins d'1 an. Il peut aller jusqu'à 50 000 €, mais en réalité, on est plutôt sur 30 000 € pour les innovations classiques. Et ça permet de venir prendre en charge les premières dépenses de l'entreprise, en complément de sa trésorerie. Cette bourse French Tech, elle s'adresse à toutes les entreprises de la tech ? À toutes les entreprises de la tech qui portent un programme d'innovation, il faut qu'il y ait quand même un minimum de trésorerie parce qu'on vient cofinancer le programme de R&D, on ne vient pas le prendre en charge à 100%. Donc on demandera, et puis surtout on ne vient pas prendre le risque à la place de l'entrepreneur. L'idée, c'est de l'accompagner dans cette prise de risque. Donc on demandera quand même à ce qu'il s'investisse aussi également sur son projet, bien sûr. Mais c'est pour tout type d'innovation pour les entreprises de moins d'1 an. Un autre des dispositifs, c'est l'AFI, l'aide pour la faisabilité de l'innovation. C'est un autre chemin que vous proposez. Oui, alors c'est un autre chemin qui ressemble beaucoup à la bourse French Tech. La grosse différence va être que l'aide à la faisabilité de l'innovation est plutôt à destination des entreprises qui ont plus d'1 an, donc des PME ou des PME industrielles qui portent des projets d'innovation, qui veulent, moderniser leur chaîne de production, par exemple, qui portent un premier projet et qui veulent être accompagnés sur ce risque aussi. Vous proposez aussi des accompagnements qui ne sont pas financiers, comme le diagnostic innovation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le diagnostic axe d'innovation, qui est un financement d'une presta de conseil sur les premières itérations d'innovation, plutôt à destination des PME, des PMI également. On vient prendre en charge jusqu'à 50% de la prestation d'un expert qui va venir accompagner les entreprises pour identifier sur quels axes ils pourraient innover. Enfin, parlons du prêt innovation amorçage qui, je crois, peut représenter des grosses enveloppes. Oui, tout à fait. Alors, le prêt innovation recherche et développement, qui est un prêt qui peut aller de 50 000 à 3 millions. Donc, on est vraiment sur des enveloppes très larges. Ce prêt, on va pouvoir le mettre sur tout le continuum de financement pendant toute la durée de vie de l'entreprise. Donc, on vient aussi bien le placer sur des jeunes entreprises que sur des entreprises beaucoup plus matures qui portent des gros projets de recherche et développement. C'est pour ça que l'enveloppe est assez large. Ce prêt va être différé de la durée du programme de R&D et le remboursement du capital se fera ensuite sur 5 ans. L'intérêt de ce prêt, c'est qu'il vient financer une partie d'une assiette de dépenses de recherche et développement à un taux bonifié. Donc, c'est un taux qui est un petit peu moins élevé que sur nos autres prêts et qui est donc très intéressant pour l'entreprise. Alors, maintenant, parlons, si vous le voulez bien, des critères, des processus de sélection. Qu'est-ce qui fait qu'un dossier va passer ou pas passer ? Alors, donc nous, quand on reçoit un dossier d'innovation, on va tout d'abord échanger avec le dirigeant sur son projet. L'idée va être de l'accompagner sur, comme je le disais, un continuum de financement. Donc, on va regarder où est-ce qu'il en est dans son projet, quelle est l'activité de la société, l'équipe, le marché, la concurrence. On va regarder les éléments financiers de la société. C'est vraiment une analyse 360 sur tout ce qui constitue la société qui nous permettra de déterminer le meilleur dispositif au meilleur moment pour l'entrepreneur. Et sur les délais, combien de temps un entrepreneur devra-t-il attendre entre le dépôt du dossier et l'encaissement de l'aide ? Alors, sur les délais, généralement sur des aides classiques en région, donc je parle hors concours et appel à projets nationaux, où on va avoir des dates de relève, donc forcément les délais sont un peu allongés. Nous, on va plutôt être sur des délais autour de 1 à 2 mois entre la date de dépôt du dossier complet et le virement sur le compte en banque de l'entreprise. Tout en sachant que pendant ces 1 à 2 mois, nous, on échange avec le dirigeant et on co-construit le dossier avec ce dernier.
Alors, profitons-en pour donner des petits tips peut-être aux entrepreneurs qui nous regardent et nous écoutent. C'est quoi les erreurs que vous voyez tout le temps et qu'il faut éviter dans les dossiers? Alors, je dirais que la plus grosse erreur, c'est d'attendre pour venir nous voir. Au plus tôt on connaît une entreprise, au mieux c'est. Même si votre besoin il n'est pas immédiat, même si voilà, vous n'avez pas encore forcément les fonds, une fois que la société est créée, moi je vous conseille de vous rapprocher très rapidement d'un chargé d'affaires BPI France. Pour ça, vous pouvez faire une demande de mise en relation sur le site de BPI France en ligne ou passer par votre incubateur. Vous échangerez avec votre chargé d'affaires qui vous conseillera sur qu'est-ce qu'il faut faire en premier, comment nous solliciter, à quel moment, quels sont les meilleurs dispositifs. Donc n'attendez pas là-dessus. Prévoyez bien votre plan de trésorerie prévisionnel. On voit trop souvent des plans de trésorerie prévisionnels qui vont être pas forcément cohérents ou trop ambitieux. Essayez de vraiment construire les choses de manière cohérente. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires que vous accompagnez? Est-ce que vous avez une politique, une philosophie? Alors chez BPI France, on a des grands plans stratégiques. On a bien sûr le climat, la transition des entreprises. BPI France Banque du Climat, ça fait quelques années qu'on en parle. On vient financer des prestations d'accompagnement sur le sujet. On propose des choses à taux bonifiés pour les entreprises qui se sont mises en transition. On a également les deep tech, on en a parlé tout à l'heure. Le plan Deep Tech qui est également en cours depuis quelques années. Et puis enfin, la réindustrialisation de la France, vaste sujet aujourd'hui. Nous souhaitons nous adresser de plus en plus en innovation aux PME industrielles qui innovent sans forcément le savoir et qui peuvent mobiliser des financements mais n'en ont pas forcément conscience parce que pour pouvoir réindustrialiser la France, ça passera par l'innovation, ça passera par de la modernisation de chaînes de production, ça passera par de la relocalisation, par du financement de start-up industrielles et c'est des choses qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui et on y arrive pas trop mal, je pense. Alors on comprend que BPI France, en fait, ce que propose BPI France, c'est un arsenal avec des aides, mais ce que vous voyez, c'est des entrepreneurs qui combinent subventions, prêts, avances remboursables, c'est des mix de financement comme ça? Oui, tout à fait. En fait, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de travailler sur un continuum de financement, c'est pas de faire du one-shot. Nous, les entreprises, on les accompagne sur plusieurs années. Généralement, elles ont un chargé d'affaires qui va être dédié à l'entreprise et l'idée, c'est vraiment de rester en contact avec ce chargé d'affaires et que le chargé d'affaires propose le bon dispositif au bon moment. Une entreprise, lors de sa création, aura besoin, par exemple, d'une subvention sur un premier programme, puis ensuite va venir un moment de croissance où elle va commencer, par exemple, à lever des fonds, où on pourra intervenir avec des prêts sans garantie, avec des prêts de recherche et développement. Puis après, l'entreprise va devenir rentable et là, on passera la balle à nos autres métiers, parce que chez BPI France, on ne fait pas que de la start-up, on ne fait pas que de l'innovation, on fait également, comme je le disais, du cofinancement bancaire classique sur des entreprises de plus de 3 ans qui sont rentables. Et puis ensuite vient le moment où la société s'exporte, va à l'international. On a aussi des aides pour ça. Donc voilà, on a tout un arsenal d'outils. On va avoir des outils aussi de court terme pour pouvoir aider les sociétés qui sont en tension de trésorerie. On va avoir plein de choses. Pour terminer, Camille, on est regardé et écouté par de jeunes entrepreneurs. Quels conseils pourriez-vous leur prodiguer? Alors, si j'avais un conseil à leur prodiguer, ce serait de ne rester pas dans votre coin. Rapprochez-vous des structures d'accompagnement, rapprochez-vous de la région, des collectivités, des financeurs aussi également. Mais surtout, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner et parlez de votre projet autour de vous. Merci beaucoup, Camille Mirallier. Merci. Respirons un instant. Ce que Camille Mirallier vient de nous révéler, c'est une mine d'or. Une mine d'or que 90% des entrepreneurs ignorent. Reprenons parce que c'est crucial. BPI France, ce n'est pas une banque, c'est une machine de guerre économique. 30 milliards d'euros, 3000 experts, un seul objectif, aider les entrepreneurs à se développer. Imaginez le parcours de Julie, fondatrice d'une medtech lilloise. Jour 1, l'idée, elle a 5000 euros d'économie, une idée géniale et un premier prototype. Bourse French Tech, 30 000 euros, cash, sans contrepartie. De quoi tenir 9 mois et développer son proto. 6e mois, le prototype fonctionne, mais il faut passer en prod. Prêt d'amorçage, 150 000 euros, différé de remboursement de 3 ans, le temps de générer du chiffre d'affaires. Année 1, les premiers clients, 3 hôpitaux signent, faut accélérer, pré-innovation R&D, à taux bonifié, 500 000 euros. De quoi recruter 5 personnes. 2e année, l'international. L'Allemagne appelle, la Belgique, aide au développement international, 200 000 euros.
Les frais de prospection sont couverts. Total investi, 940 000 €, dilution, 0%, contrôle 100%, stress level, gérable. Bon, soyons clairs, BPI France, c'est du sérieux. Les dossiers, il faut être structuré, un deck de présentation solide, des éléments financiers clairs, mais pas besoin de 50 pages, souvent 15-20 slides suffisent. Le chargé d'affaires vous accompagne pour compléter. Les délais, 1 à 2 mois en moyenne pour les aides régionales, c'est plus long pour les concours nationaux avec date fixe. C'est rapide, mais il faut anticiper. Pour les critères, il faut un projet différenciant qui génère de la valeur. Pas forcément de la deep tech ou des brevets, l'innovation incrémentale compte aussi. Mais il faut montrer en quoi vous vous démarquez. Sur les remboursements, c'est réel. C'est pas de l'argent gratuit, c'est un coup de pouce. BPI France partage le risque, mais ne le prend pas à votre place. Il faut une base solide, pas juste une idée sur un coin de table. Notre région a des spécificités. Des filières d'excellence en santé, logistique, textile innovant, des dispositifs complémentaires, Rêve 3, tremplin, créativité, un maillage territorial, Lille, Amiens, Valenciennes. BPI France Hauts-de-France accompagne plus de 2000 entreprises par an. L'écosystème régional est particulièrement dynamique avec un fort soutien à l'innovation. Maintenant, je veux qu'on passe de la théorie à la vraie vie. Parce que c'est bien beau tous ces dispositifs, mais concrètement, comment on fait quand on est seul face à son Excel? Quand les investisseurs vous appellent avec des millions, quand tout le monde vous dit que vous êtes fou de refuser? C'est exactement ce qu'a vécu notre prochain invité, Cosimo Prété. Un mec brillant, ingénieur, visionnaire aussi. En 2015, il aurait pu lever 10 millions les doigts dans le nez. Les investisseurs faisaient la queue, Londres, Paris, Berlin. C'était la prochaine licorne française. Mais il a tout refusé, tout. Ses potes l'ont pris pour un cinglé, sa famille ne comprenait pas, même sa banquière lui a dit « vous faites une erreur ». 9 ans plus tard, Crime Science Technology sécurise les documents d'identité de 30 pays. Cosimo possède 85% de sa boîte, il dort 8 heures par nuit et il n'a jamais pris l'avion pour aller pitcher à San Francisco. Comment il a fait, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Et croyez-moi, son histoire va vous retourner le cerveau. Cosimo Prété, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes le fondateur de Crime Science Technology, une entreprise française qui protège l'identité de plus de 500 millions de citoyens à travers 30 pays. Vos solutions optiques rendent les passeports et cartes d'identité infalsifiables à l'œil nu, même avec une simple lampe de smartphone. Et vous venez par ailleurs d'être nommé conseiller au commerce extérieur par le Premier ministre. Félicitations. Merci Mathieu. D'où vient cette intuition de sécuriser les documents d'identité ? Mon intuition, elle vient par rapport à mon parcours. J'étais un ancien fonctionnaire de police scientifique, spécialisé en particulier sur la fraude documentaire. Et j'ai eu le privilège de travailler sur la conception des documents d'identité français. Et là, il y a eu une problématique, un changement de paradigme. En fait, on ne devrait plus dire papier d'identité, on devrait dire plastique d'identité, parce qu'aujourd'hui, il ressemble à une carte bancaire. Sauf qu'il y avait un trou dans la raquette, en quelque sorte. C'est qu'on ne pouvait pas sécuriser le plastique comme on sécurise un papier. On pense souvent au papier comme au papier à billet de banque. Et à partir de cette idée, j'ai créé CST pour Crime Science Technology, qui est un petit clin d'œil d'ailleurs aux experts, hein, parce que les experts, c'est CSI, et le I s'est transformé en T. Et à partir de là, on a concentré tous nos efforts pour trouver une solution à la frontière entre la chimie et l'optique, pour créer le premier plastique sécurisé, ainsi que des encres haute sécurité, une nouvelle génération, qui allait rendre, on pourrait presque dire, infalsifiables vos documents d'identité. Est-ce que vous pouvez essayer de nous vulgariser le système, comment ça fonctionne en quelque sorte? Alors si je devais vulgariser ce que l'on fait, j'ai une petite fille qui a 8 ans très bientôt, qui a l'habitude de dire, comme dans le célèbre livre « Papa, tu es le magicien des couleurs ». Pourquoi le magicien des couleurs? Parce qu'en quelque sorte, le document d'identité qui intègre notre technologie, qui s'appelle OVM pour Optical Variable Material, c'est-à-dire un matériau qui va changer de couleur en fonction de son environnement, et d'un simple geste, votre carte d'identité ou votre passeport va passer d'une couleur à une autre. À titre d'exemple, pour la France, elle pourrait passer éventuellement du bleu au rouge. C'est l'une des possibilités, une des options que propose notre solution, c'est de s'adapter à son environnement et de changer de couleur d'un simple geste. Donc votre ambition, j'allais dire votre audace dès le départ, c'était de vous adresser au gouvernement. Vous venez, je crois, de signer avec l'État du Texas aux États-Unis, je crois. C'est simple comme ça de se dire on va forcément être international, on va s'adresser à des pays. Alors j'ai en mémoire encore la création des statuts de mon entreprise à la Chambre du commerce et de l'industrie où j'avais littéralement pas un euro en poche. Et je me vois encore en train d'expliquer à mon correspondant, Véronique Duterre, pour la nommer, je lui rends hommage. Je lui explique que voilà, j'ai un projet technologique qui va révolutionner
les papiers d'identité et la fraude documentaire au sens large. Et effectivement, je pense que quand on a une technologie de rupture comme celle-ci, il ne faut pas avoir de complexe. Au contraire, il faut avoir une ambition maîtrisée, mais il faut attaquer immédiatement le marché. Et là, le marché, en l'occurrence, il est mondial, parce que la France, finalement, c'est un client parmi d'autres. Parce que les documents d'identité, c'est un enjeu sociétal extrêmement fort. C'est plusieurs milliards chaque année en termes de fraude ou fraude sociale, au sens le plus large. Pas uniquement en France, mais dans le monde entier. Et il y a un événement qui était particulièrement bouleversant dans mon parcours, c'est les attentats du 11 septembre. Les gens n'ont pas à l'esprit que les attentats du 11 septembre, à la base, ce sont des faux papiers. Parce qu'avec des faux papiers, tu crées un faux compte en banque, tu peux acheter des armes, traverser des frontières. Et à partir de là, il y a eu un déclic. Et c'est peut-être la beauté au sens humaniste de ce projet, que de pouvoir contribuer à cet impact sociétal en finalement garantissant l'identité des citoyens et la souveraineté des États. Parce qu'en filigrane de votre solution, évidemment, il y a cet objectif de lutte contre le terrorisme et plein de types de fraudes. On va parler maintenant du financement. Vous arrivez sur le marché avec une technologie de rupture. Donc j'imagine que des investisseurs toquent à votre porte assez rapidement. Quel est votre choix à ce moment-là ? Alors au tout début, lorsque j'ai créé l'entreprise, ce sont d'abord mes parents, mes proches, mon épouse qui m'ont fait confiance, qui m'ont prêté, voire donné de l'argent, plutôt même donné de l'argent que prêté, parce qu'ils croyaient au projet et à la conviction que je portais. Et je le lisais encore cette semaine à l'université d'été du MEDEF, c'est sur le long terme, c'est l'opiniâtreté qui fait la différence. Et je suis plutôt quelqu'un d'opiniâtre, et je pense que c'est important, mais opiniâtre au sens noble du terme. Et finalement, avec ces centaines d'euros, milliers d'euros, je me suis regardé un petit peu ce qui s'offrait à moi en termes de possible. Il y avait effectivement la facilité, il y avait des chemins un peu plus complexes, un peu plus longs, mais qui à l'arrivée étaient davantage payants. À tort, on pense souvent que la ligne droite, c'est le chemin parfait, le plus rapide, et non. Donc, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas regarder la ligne droite. Il faut se fixer un objectif, et après, regarder quel est le meilleur chemin pour atteindre ces objectifs. Et donc, dans un premier temps, on a commencé à avoir un petit peu de dette, avec des prêts. Une banque en région m'a fait confiance, a cru à mon projet, m'a prêté quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui finançait d'ailleurs mon salaire pour vivre tous les mois. À partir de là, j'ai pu aller voir des acteurs stratégiques, en particulier BPI, qui m'a fait confiance, qui a regardé combien j'avais de fonds propres, c'est-à-dire combien d'argent dont je disposais, et ils ont dit voilà, nous on va partager le risque avec toi, pour chaque euro que tu mets, on va mettre 1 euro. Et ça, c'est une confiance partagée, c'est extraordinaire, parce que finalement, la qualité primordiale de l'entrepreneur, c'est d'être capable de bien s'entourer et surtout de gagner la confiance des autres par rapport à la qualité du projet et la conviction que tu portes et également les valeurs que tu portes. Et c'est ce qui fait la beauté finalement de l'entrepreneuriat. Vous aviez d'ores et déjà cette vision sur l'investissement, sur les levées de fonds et sur la souveraineté entrepreneuriale. Alors, ce qui est très paradoxal par rapport à mon parcours, à ce que je viens de vous expliquer, c'est que moi, j'ai pas du tout un profil de financier. J'ai même plutôt un profil d'autodidacte par rapport à ça. J'ai appris sur le terrain, sur le tas. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Je pense que, bien au contraire, c'est le plaisir il y a tout à découvrir. Et ça, c'est assez exaltant. Et moi, je me souviens encore, je passais des nuits complètes à lire à gauche, à droite, à multiplier les rendez-vous, et je le répéterai encore et encore à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Dans la vie d'un entrepreneur, chaque rencontre est décisive. Sans exception, chaque prise de parole, d'ailleurs la prise de parole que je suis en train de faire avec toi, Mathieu, parce que peut-être que ça va inspirer d'autres, peut-être que d'autres vont remettre en cause ce que je dis, mais dans tous les cas, ça va les faire réfléchir sur leur projet et s'interroger. Et c'est ça qui est positif à l'arrivée. Et au début, je me souviens, j'étais complètement perdu. C'est quoi une levée de fonds? C'est quoi les investisseurs? Ah, un avocat, un conseil, un avocat d'affaires, un pacte d'actionnaires. Tout ça, c'est des gros mots pour moi. Je savais pas du tout ce que c'était, j'arrivais avec beaucoup de candeur. Mais très rapidement, j'ai été très bien entouré par la région, par également des structures qui m'ont incubé, comme Eura Santé, à titre d'exemple, mais également par des personnes qui ont cru en mon projet, en particulier chez BPI France. Continuons sur ce volet du financement. Vous arrivez sur un marché immense. Et à partir de quand est-ce qu'on devient rentable? Est-ce que les premiers résultats arrivent rapidement, ou est-ce qu'il faut s'armer de patience? Lorsqu'on démarre un projet et qu'on a cette ambition d'être tout de suite tourné vers l'international, il faut être patient. On ne court pas un sprint, on court un marathon. Le marathon, dans toutes ses dimensions, physiquement parlant, parce que c'est très éprouvant la vie d'un entrepreneur, on ne compte pas nos heures. Même si c'est un plaisir qu'on n'a pas le sentiment de travailler, c'est éprouvant aussi pour ses proches.
Ensuite, c'est éprouvant intellectuellement parlant. Il faut s'instruire, il faut nourrir ses réflexions, multiplier les rencontres, être capable de bien s'entourer et surtout prendre les bonnes décisions. Alors, c'est quoi les bonnes décisions? Les bonnes décisions, à mon sens, et là, je vais être plutôt tranchant, il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Mais ce qui compte, c'est d'en tirer des enseignements et d'aller de l'avant. C'est pas la course à l'échalote, le projet entrepreneurial. C'est de se dire, voilà, j'ai un objectif et je vais me donner les moyens de réaliser cet objectif. Et il y a un équilibre à trouver, finalement, entre, d'une part, satisfaction personnelle, la qualité du projet, comment je vais réussir à embarquer les autres dans ce projet et finalement, comment je vais le financer ensuite, ce projet. Une fois qu'on a les hommes, les idées, comment je vais le financer. Et là, il faut trouver un équilibre entre les levées de fonds, les aides, les subventions, la dette bancaire également. C'est-à-dire qu'on va contracter des prêts, des crédits. Et c'est cet équilibre, finalement, qui va contribuer à donner sens à votre projet et qui va le structurer progressivement. Ça veut dire que on vous a proposé des levées de fonds, on vous a proposé des millions d'euros, et vous avez été prudent. Moi, ce que je conseillerais en qualité d'entrepreneur aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience qu'il y a de ça 10 ans, il ne faut pas se précipiter sur le gros chèque et la grosse valorisation. Pourquoi? Je vais être très pragmatique. Vaut mieux finalement fragmenter cette levée en plusieurs petites levées. En fait, à chaque fois que tu prends un peu d'argent, à titre d'exemple, on dit voilà, je peux te donner 50 millions d'euros. Je préfère prendre 5 fois 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'avec 10 millions d'euros, je peux peut-être atteindre un jalon important. Un jalon commercial avec un client, une référence extrêmement importante, un continent. Ça va créer de la valeur dans mon entreprise. Et ça va augmenter la valeur de mon entreprise. Et là, je vais pouvoir faire une deuxième levée sur un montant de valorisation supérieur à celui de la première. Alors que si tu arrives avec une levée conséquente tout de suite, sur 50 millions, tu vas être dévalorisé. Tu vas dans la mesure où tu vas finalement être dilué au niveau du capital, c'est-à-dire que tu vas accepter de te faire diluer et ça va t'handicaper en quelque sorte, parce que la négociation sera beaucoup plus dure. Et puis finalement, et ça, je pense que c'est important de le rappeler à tout le monde, c'est pas parce qu'on valorise votre entreprise plusieurs dizaines de millions d'euros, voire même 1 milliard, la fameuse licorne, que tu es multimillionnaire pour autant. Il y a plein de choses à prendre en considération. Encore une fois, cette valeur cardinale de la souveraineté entrepreneuriale. Rappelez-nous, en quelle année avez-vous créé CST? J'ai créé CST en fin 2010, début 2011. Et aujourd'hui, quand je regarde notre parcours un petit peu de hauteur, on a fait une levée de fonds à peu près tous les 5 ans. On a fait 2 levées. Ces levées, elles correspondaient à quoi? À un changement d'échelle. Donc, une première levée pour réaliser une preuve de concept. Et une fois qu'on avait notre preuve de concept et nos premiers clients stratégiques, en particulier l'Allemagne, c'est important de le souligner puisque c'est une industrie de sécurité et de défense extrêmement rigoureuse en termes de garantie, en termes de technicité. Et avoir gagné cette référence dans l'Allemagne, c'était un pivot. Ça a permis de valoriser l'entreprise à sa juste valeur. Et on a dû changer d'échelle. Donc ça remet industriellement parlant. Et donc là, il faut des capitaux pour financer finalement cette croissance liée à un contrat, un client. Faut pas raisonner à l'envers. Faut pas dire, voilà, je veux faire de l'hypercroissance, quel projet je vais aller mettre? C'est le projet qui va apporter l'hypercroissance et naturellement, la levée de fonds va suivre. C'est dans cet ordre-là qu'il faut raisonner. Une démarche step by step, si je comprends bien. Exactement. Parlez-nous de la concurrence dans votre domaine. Alors, pour un néophyte, c'est un peu impénétrable, mais comment ça se passe? Aujourd'hui, ce marché de la fraude documentaire, ce qu'on appelle l'industrie de sécurité, c'est un marché hyper concentré. Il y a une dizaine de gros acteurs, des grands groupes, dont quelques-uns français très connus, des gens comme Thales, par exemple, mais pas uniquement, qui se partagent le marché. Et puis, à côté d'eux, on a des fournisseurs de solutions technologiques, de briques technologiques. Et on n'est pas beaucoup plus nombreux. On est une dizaine au niveau mondial. Comment se fait la différence? La différence est d'abord technologique, parce que c'est très compliqué à pénétrer. Et à l'international, on raisonne différemment qu'en France ou en Europe de manière générale, mais plutôt en France. On regarde d'abord la qualité de la technologie, en quoi c'est une technologie de rupture, différenciante. On voit comment on peut l'adapter à son besoin. Ensuite, on réalise avec vous la preuve de concept, puis une première montée en échelle, et ensuite comment on peut la déployer à très grande échelle sur le territoire. Il faut imaginer à titre d'exemple que un document comme la carte d'identité de l'Allemagne, ou encore le permis de conduire du Texas, puisque c'est notre dernière actualité, c'est, au bas mot, pour le permis de conduire du Texas, 10 millions de documents par an. Et ce qui est juste assez impressionnant, c'est qu'en plus, là-bas, le permis de conduire sert également de carte d'identité, donc un enjeu stratégique majeur.
Il n'y a pas plus souverain, je pense, que le Texas aux États-Unis. Hein. Ben non, ils vous accompagnent dans cette logique. Alors que bien souvent, à tort, on raisonne à l'envers. Peut-être par conservatisme dans le vieux monde. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette culture américaine, et pas uniquement d'ailleurs, parce que l'Asie raisonne un peu différemment. On a toujours eu beaucoup d'appréhension sur l'Asie et la Chine, pour pas la nommer. Ah, mais ils sont là pour piller les technologies, etc. C'est pas vrai. Ils fonctionnent pas du tout comme ça. Ils sont dans une approche très technique et ils voient comment ils peuvent vous accompagner dans l'industrialisation de votre technologie et l'adapter à grande échelle et négocier ensuite des accords avec eux. Dans la durée, bien évidemment, on parle de contrats qui durent 5 à 10 ans. C'est colossal. Parlons maintenant je m'adresse aux managers un peu d'équipe. Comment est-ce qu'on attire des talents sans pouvoir présenter des levées de fonds de plusieurs millions dans la presse, etc. Même si on a compris que vous avez levé des fonds après, mais comment vous êtes parvenu à attirer des techniciens, des ingénieurs? J'ai le sentiment aujourd'hui que les gens qui ont de l'expérience, qui sont aguerris, que ce soit dans cette industrie ou une autre, regardent avant tout la qualité du projet. Si le projet il est sexy en quelque sorte, s'il va avoir un impact sociétal, si celui qui le porte a des valeurs, et comment ces valeurs sont retranscrites au sein de l'entreprise, et puis la qualité de vie, la qualité du quotidien quand on va venir travailler dans une aventure comme celle-ci, et aussi comment on va l'incentiver sur la durée. Parce qu'en fin de compte, quand tu arrives dans une start-up, tu as tout à construire. Et ça, c'est un luxe qui n'a pas de prix. A contrario, le grand groupe offre un certain confort, une sécurité. Et les gens d'expérience, à un moment, ils ont envie de sortir de cette zone de confort et de se mettre un peu à risque. Puis c'est très excitant. Et ils regardent bien évidemment la qualité du projet dans son globalité. Moi, je dirais toujours, je préfère être accompagné de gens passionnés qui croient au projet plutôt que de mercenaires. Parce que lorsque tout va mal, ils sont plus là. Alors que les gens qui te font confiance, qui font confiance au projet, et à ce que tu vas apporter dans la société, ils seront là, et en particulier dans les coups durs. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence aujourd'hui. On s'adresse aujourd'hui notamment à des entrepreneurs, des start-upers. Vous leur dites, le projet, bien avant la course aux millions. C'est une synergie. C'est d'abord la qualité du projet. Et quand on recrute chez CST, on regarde d'abord la motivation des gens. Parce que finalement, si toi, t'es pas convaincu par mon projet, mais que t'es intéressé que par l'argent que je vais donner, tu seras pas le meilleur des vendeurs. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Et nous, aujourd'hui, notre priorité, c'est sur l'excellence. Et je suis très, très fier de chacune des personnes que j'ai recrutées. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivent chez nous, je passe une journée entière avec chacun d'entre eux, à leur expliquer un petit peu la genèse du projet, comment on en est arrivé là, comment ils vont contribuer au succès de ce projet et quel va être l'impact au niveau mondial sur chacun de leurs gestes au quotidien. Et on a trouvé aussi un bel équilibre, plus qu'aujourd'hui, notre entreprise, elle est très attachée à un certain nombre de valeurs, en particulier en termes de mixité, d'intégration. J'ai plus de 50% de mes équipes qui sont des équipes féminines. Pourquoi ? Parce que finalement, l'excellence, c'est pas une histoire de diplôme, c'est pas une histoire de sexe, c'est pas une histoire de culture. L'excellence, c'est avant tout les valeurs humaines. Et je me définis avant tout comme un entrepreneur humaniste. Et ça, c'est important. Je voudrais maintenant vous interroger, Cosimo, sur le modèle économique de CST. Comment monétisez-vous votre technologie et comment est-ce qu'on mesure son efficacité ? Alors, CST, elle a un modèle économique complètement disruptif dans cette industrie. Un modèle économique disruptif puisque on a un actif qui est un actif physique, à savoir on fabrique des encres de sécurité de nouvelle génération ou des matières premières sécurisées, plastique de sécurité. Donc ça, c'est un actif physique qui va répondre à un enjeu de société extrêmement fort, on l'a dit, à la fraude, avec de la propriété intellectuelle, c'est une 50aine de brevets. Et finalement, il y a un équilibre à trouver entre comment je peux valoriser toute cette propriété intellectuelle qui est le réacteur de l'entreprise et en même temps vendre en quelque sorte de la matière première, que ce soit du plastique ou des encres. Mais on a créé un modèle hybride qui s'inspire un peu de ce qui se passe dans le SaaS, à savoir qu'à chaque fois qu'un document est produit en intégrant notre solution, que ce soit sous forme de plastique ou d'encre, on va percevoir une licence à l'unité. Pour faire très simple, s'il y a 10 millions de documents, on va percevoir X centimes d'euros par document. Chaque textant vous donne de l'argent ? En quelque sorte. À chaque fois qu'un document est émis, on va percevoir un montant. Et en plus de cela, on va vendre la matière première qui sert à sécuriser, physiquement parlant, cette carte d'identité ou ce passeport ou ce permis de conduire. Et là où on se différencie par rapport à une technologie plutôt 100% numérique, c'est qu'on a un asset industriel qu'on peut valoriser.
C'est tangible. Et ça rassure beaucoup aujourd'hui le monde de la finance, le monde des VC. Et on a un modèle qui s'inscrit dans la durée. On n'est pas sur du SaaS à quelques mois ou quelques années. On est sur des contrats à 5 à 10 ans. C'est-à-dire que pendant les 10 prochaines années, de manière récurrente, pour chaque document que je sécurise, je vais percevoir de la licence, mais aussi vendre de la matière première. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, les marges de la GovTech sont confortables. Le licensing, c'est 100% de marge brute. C'est 100%. Et en plus de ça, on va vendre de la matière première. Et bien souvent, on dit dans l'industrie que si on a des marges qui sont aux alentours de 30%, on est très heureux. Et chez CST, on est extrêmement heureux puisqu'on va au-delà de cela. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Je comprends. Parlons de votre organisation interne. Combien de personnes travaillent chez CST actuellement? Aujourd'hui, on est 16. Et lorsque j'ai démarré mon projet, j'étais seul. Et c'est une grande fierté finalement, puisque au fil de l'eau, on a recruté des talents à différents niveaux, depuis des niveaux très techniques jusqu'au doctorat. Mais il y a un équilibre qui s'est mis en place naturellement entre des profils très techniques et des gens plus orientés vers la recherche fondamentale, parce qu'il faut toujours avoir une longueur d'avance. Mais surtout, il a fallu être capable de recruter les talents pour passer finalement de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et à l'industrialisation. Vous pouvez avoir la plus belle des idées. Si vous n'êtes pas capable de la transformer en produit, vous ne ferez rien. Et ce produit ne fait pas une entreprise. Il faut être capable de l'industrialiser derrière et de le déployer à grande échelle, pour pas dire à très très grande échelle, puisque notre marché est mondial. Et c'est là où il faut avoir une vision pour pas avoir de déséquilibre finalement entre la recherche et la partie industrielle, voire même commercialisation de ces technologies dans le monde entier. Un marché mondial, mais une base à Lille. Oui, le siège social de l'entreprise est historique, est en région Hauts-de-France. C'est important parce que c'est la région du cœur, mais c'est aussi une région qui a énormément d'atouts à travers ses pôles de compétitivité, ses universités, également ses centres de transfert technologique. Et également, c'est le siège de la French Tech, qui est là pour créer finalement une dynamique, une belle synergie entre tous ces acteurs. Et au-delà de cela, c'est aussi l'excellence à travers les fonds d'investissement régionaux, qui sont capables de financer vos projets à chacune des étapes clés de l'entreprise, depuis la création jusqu'à la preuve de concept et l'industrialisation, et un partenaire incontournable à travers cette continuité, cette croissance qui est BPI, qui va s'adapter à la dimension de votre projet. Et ça, c'est important. Là, c'est aussi le conseiller au commerce extérieur qui parle, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'on démarche des pays? Et comment ça se différencie d'un client privé lambda? Alors, bien évidemment, en qualité de conseiller du commerce extérieur, le premier réflexe, c'est de se dire, rapprochez-vous, si vous souhaitez adresser ce marché mondial, des conseillers du commerce extérieur pour la France sur votre territoire. Ça, c'est le premier réflexe, c'est le conseiller qui parle. Si je retire ma casquette de conseiller, appuyez-vous sur Business France. Business France est là pour vous aider en synergie avec la Team France Export, mais aussi les chambres du commerce et l'industrie, la CCI internationale, qui joue un rôle clé pour vous accompagner sur les salons. BPI aussi, bien évidemment, qui est capable de vous proposer, à titre d'exemple, des assurances prospection, qui va prendre un risque avec vous, qui va vous prêter de l'argent en quelque sorte, et si ça n'aboutit pas, que vous ne devrez pas rembourser. En revanche, si ça aboutit, vous allez la rembourser avec une petite contribution. Ça, c'est majeur. Allez voir également des institutions telles que le MEDEF international, qui est là pour vous aider. Et enfin, je dirais aussi le bouche à oreille. Appuyez-vous sur l'expérience de vos pairs, ceux qui ont déjà gagné des parts de marché à l'export. N'hésitez pas à aller les solliciter, à montrer votre motivation. C'est important. Et ma porte est toujours ouverte, de jour comme de nuit, sans exception. Le message est passé. Attaquer un marché international, c'est s'adapter à autant de normes que de pays? Alors, lorsqu'on souhaite partir à la conquête d'un marché mondial, pour chaque pays, il y a une stratégie différente. Et ça, intellectuellement, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on ne va pas vendre une technologie à un Allemand comme on va la vendre à un Américain ou à un Chinois. Il faut être capable de s'imprégner de la culture du pays. Et pour ça, il y a un levier considérable qui est l'ambassade. L'ambassade va vous aiguiller. L'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade de France en Allemagne, l'ambassade de France en Chine. Vous allez prendre contact avec l'ambassade en vous appuyant sur Business France, par exemple, ou sur BPI,
ou sur votre conseiller en région, la Team France Export, vous allez rencontrer ce qu'on appelle par exemple l'attaché économique, l'attaché de sécurité et de défense du pays qui va vous dire voilà, aujourd'hui, si tu souhaites pénétrer ce marché, voici un petit peu l'approche culturelle, l'approche économique, marketing. Il y a certains pays qui sont plus sensibles, je dirais d'abord, à une approche très technique. Faut pas dire 100% technique. D'autres, une approche plus industrielle. D'autres, une approche un peu plus commerciale. Et il faut comprendre la culture du pays aussi, comment on va négocier. C'est important. Parce que les négociations, elles sont clés à un moment quand vous allez vendre votre produit. Et si vous avez quelqu'un de très pragmatique en face de vous, vous n'allez pas lui vendre du rêve, vous allez lui vendre un produit technique. En revanche, si vous avez quelqu'un d'un peu plus latin dans l'âme, vous allez mettre, comme on dit dans le jargon, un peu d'amour. Il va avoir un jeu de séduction en quelque sorte, mais une séduction qui s'appuie sur quelque chose de concret, de tangible. Des références, des témoignages, des soutiens de l'ambassade, des acteurs qui vont finalement montrer ou témoigner la confiance en votre solution pour vous aider à conquérir le marché à l'export. Et il y a quelque chose qui est majeur. On dit bien souvent que nul n'est prophète en son pays. Et c'est un vrai handicap quand on veut adresser le marché mondial. Pourquoi ? Parce que n'importe quel pays vous dirait, mais si votre solution, elle est merveilleuse, est-ce que votre pays vous fait confiance ? Et ça, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence quand on veut adresser le marché mondial ? C'est avant tout la qualité de votre innovation. Je pense que c'est un frein, et maintenant avec le recul, si je fais une petite introspection, il ne faut pas faire un focus sur la référence du marché domestique. Non. Il faut faire un focus sur le premier qui veut te faire confiance. C'est là qu'il faut placer ton énergie. Et le premier qui va te faire confiance, ça peut paraître assez paradoxal ce que je dis. C'est pas forcément le pays dans lequel ton innovation a vu le jour. Mais ils ont pu te faire confiance différemment. À travers les fonds d'investissement, à travers la BPI. C'est une confiance. C'est pas une confiance en termes de référencement produit, mais ça vaut peut-être encore plus d'argent puisque ça va financer ton innovation et sa croissance. Et ça, il faut pas le négliger. Et je pense que c'est vraiment peut-être même central pour aller adresser le marché à l'export. Faut pas faire une fixation sur le territoire. C'est bien, mais il faut avoir de l'ambition, et cette ambition fait que tu dois avoir une vision à 360 degrés et surtout aussi prendre de la hauteur. Et ça, je pense que c'est important. Alors, je voudrais vous proposer de terminer cet entretien avec des réponses, des questions et des réponses rapides sur votre parcours d'entrepreneur. Vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais votre plus grosse erreur dans ce parcours ? Moi, je suis toujours gagnant. C'est-à-dire que ce soit un échec ou un succès, j'apprends de mes échecs et mes succès me renforcent. Si je vais faire une petite introspection, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant, Mathieu, c'est de se dire, voilà, on ne convainc pas uniquement avec la force de sa technologie. C'est une synergie entre la capacité à innover, à convaincre d'un point de vue technologique, mais aussi il faut être capable de rassurer industriellement parlant et de s'appuyer sur un réseau de confiance. Si on me donnait l'opportunité de recommencer à zéro, je pense que je referais exactement les mêmes choix. Bien évidemment, parce que c'est ce qui m'a conduit là aujourd'hui. Mais peut-être que je mettrais un peu plus d'énergie sur le fait de vouloir faire une synergie immédiatement entre l'approche technologique, industrielle et la confiance. Et ça, c'est propre à mon parcours. Je suis avant tout un technicien. Et faire la preuve par la technologie, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et ça, c'est le conseil que je souhaite partager avec tout le monde. Votre plus grande fierté, en quelques mots ? Ma plus grande fierté, aujourd'hui, je pense que c'est que notre solution est déployée aux quatre coins du monde et qu'elle aide au quotidien à garantir la souveraineté des États et protéger l'identité des citoyens. Ça, c'est notre plus grande fierté. Et si je devais faire un focus en particulier sur une référence, je dirais que ce sont ces références stratégiques avec l'Allemagne et les États-Unis. Je pense que quand on en a gagné la confiance de ces deux pays, on n'a plus grand-chose à prouver aujourd'hui. Pour terminer, vous avez déjà prodigué quelques conseils, de nombreux même aux entrepreneurs qui nous écoutent. Le dernier conseil de votre choix sur le parcours, sur la stratégie, sur l'organisation ? Si je devais donner un conseil en particulier, c'est d'être capable de bien s'entourer et de prendre du recul sur ce que l'on vous dit. Ne prenez jamais pour argent comptant ce que l'on vous dit. Ayez l'esprit critique. Ça, c'est fondamental. Faites du tri. Et peut-être que celui qui est votre allié aujourd'hui ne sera pas forcément votre allié demain. Donc prenez toujours de la hauteur et voyez aussi quel est l'intérêt partagé. Il faut être dans la construction en permanence.
Et la réussite appelle la réussite. Ça, c'est majeur. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler, bien évidemment, avec quelqu'un qui est dans le succès, dans ce qu'il entreprend. Il faut pas baisser les bras dès qu'il y a un obstacle ou quoi que ce soit. Et j'en suis un bel exemple. Tu vois, si tu regardes mon parcours, Mathieu, et cette force qu'a notre territoire, sans tomber dans le mélodrame, faut imaginer, je le répète, que quand mes grands-parents quittent l'Italie pour arriver en France pour travailler dans le bassin minier, ils savaient pas lire et pas écrire le français. Et aujourd'hui, ma technologie est utilisée par des centaines de millions de citoyens. Donc il faut être persévérant, audacieux et à l'écoute. Merci beaucoup, Cosimo Prété. Merci Mathieu. Ok, alors petite pause. On vient d'entendre 2 sons de cloche qui se complètent parfaitement. Camille nous a donné les armes, tout l'arsenal BPI France. Cosimo nous a montré comment s'en servir sur le terrain. Et ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas une vérité, il y a votre vérité. Après avoir vu passer des centaines de startups, on peut vous dire qu'il existe 3 grandes façons de financer sa croissance. Chacune avec ses avantages et ses contraintes. Voie 1, l'autofinancement total. C'est la voie de l'indépendance absolue. Vous démarrez avec 5 000, 10 000 euros d'économie. Chaque client finance le suivant. Chaque euro gagné est réinvesti. Avantage, vous gardez 100% du capital, 100% des décisions. Vous dormez bien, pas de compte à rendre, pas de pression externe. Inconvénient, c'est lent. Très lent. Pendant que vous vous autofinancez, vos concurrents qui ont levé des fonds vont 5 fois plus vite. Pour qui ça marche? Les services, le conseil, les agences, tout ce qui ne demande pas d'investissement lourd au départ. Voie numéro 2, le financement public, la méthode BPI France. C'est la voie de Cosimo, prêtée avec Crime Science Technology, subvention, prêt à taux bonifié, avance remboursable, l'argent public au service de l'innovation privée. Avantage, 0 dilution, vous gardez vos parts, taux d'intérêt très faible, voire nul, accompagnement, mentorat, mise en réseau. Les inconvénients, la paperasse, des decks de présentation, des délais de 1 à 2 mois. Et il faut innover, vraiment innover, pas faire un énième site e-commerce. Alors pour qui ça marche? Les innovations techniques, la deep tech, l'industrie, tout ce qui crée de la propriété intellectuelle et des emplois. Voie numéro 3, les investisseurs privés. C'est la voie de l'accélération maximale. Business angels, fonds d'investissement, capital risque, des millions sur votre compte en quelques semaines. Avantage, la vitesse. Vous pouvez recruter 20 personnes d'un coup. Le réseau, vos investisseurs ouvrent des portes. La crédibilité aussi, on a levé X millions, ça impressionne. Mais les inconvénients, la dilution. À chaque tour, vous perdez des parts. La pression aussi, il faut faire x10 en 5 ans. Sinon, c'est l'échec, le contrôle, le board peut vous virer de votre propre boîte. Pour qui ça marche? Les marchés winner takes all, les plateformes, les marketplaces, tout ce qui doit aller très vite. La question n'est pas quelle est la meilleure voie, la question est quelle est la voie pour mon projet. Une appli santé comme Mayflow, financement public, c'est parfait. Le temps de développement est long, les certifications nombreuses. Une marketplace qui doit conquérir l'Europe en 2 ans, il faut des investisseurs, pas le choix. Un cabinet de conseil spécialisé, l'autofinancement suffit largement. Chez HDFiD, on accompagne les entrepreneurs à chaque étape. Voici le parcours type en 4 phases simples. Phase 1, je teste mon idée, entre 0 à 6 mois. Budget nécessaire, 50 à 100 000 euros. Source, vos économies. De la love money, bourse, French Tech objectif, prouver que des gens veulent payer. Phase 2, je lance vraiment, 6-18 mois. Budget nécessaire, 150 à 300 000 euros. Source, prêt d'honneur, aide BPI France plus premier revenu. Objectif, atteindre les 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Phase 3, j'accélère, 18 à 30 mois. Budget nécessaire, 500 000 à 2 millions d'euros. Source, prêt innovation plus subvention régionale. Plus Europe, si éligible. Objectif, confirmer que le modèle fonctionne. Phase 4, je scale. Après 36 mois, 2 options. Soit vous continuez en autofinancement comme Cosimo, soit vous levez des fonds mais en position de force. L'important, c'est votre choix, pas celui des autres. Le choix du financement, c'est un choix de société. Quand nos pépites passent sous pavillon étranger, quand nos innovations partent à l'étranger, quand nos emplois suivent les capitaux, on perd notre avenir technologique. La France a les moyens de financer ses champions. BPI France, c'est 30 milliards. Les régions, c'est 5 milliards. L'Europe, c'est 100 milliards. L'argent est là, les outils sont là. Il manque quoi? La connaissance, l'audace, la stratégie. C'est ce qu'on essaye de transmettre aujourd'hui. On arrive au terme de cet épisode crucial. Cette règle à graver dans le marbre. 1. Le financement suit la vision, pas l'inverse. D'abord, savoir où on va, puis comment on y va. 2. La dilution est irréversible. Ce que vous cédez, vous ne le récupérez jamais. 3. L'argent gratuit n'existe pas. Subvention, prêt ou equity, tout a un coût. 4. Le bon argent au bon moment, subvention, prêt. 5. La sobriété est une force. Moins on dépense, plus on dure. 6.
Le réseau vaut plus que l'argent. Un bon investisseur apporte plus que des euros. 7. L'indépendance a un prix, mais la dépendance aussi. Alors l'histoire du Crime Science Technology le prouve. On peut conquérir 30 pays sans financeur, innover sans brûler du cash, grandir sans perdre son âme, réussir sans faire la une. Cosimo Prete dort bien la nuit, il possède son entreprise, il choisit sa stratégie, il maîtrise son destin. C'est ça la vraie réussite entrepreneuriale, pas la valorisation, pas l'exit, la liberté, la pérennité, l'impact. Pour passer à l'action, étape 1, le diagnostic. Alors, calculateur de financement HDFiD, évalue vos besoins réels sur 18 mois, disponible sur hdfid.fr/financement. Étape 2, la formation, workshop, stratégie de financement, une journée complète avec BPI France. Étape 3, l'accompagnement, un rendez-vous individuel avec un expert BPI France, c'est gratuit, 2 heures, c'est personnalisé. Étape 4, le réseau, club des entrepreneurs patients, ceux qui ont choisi la croissance maîtrisée, un meet-up par mois à Euratechnologie. Les outils disponibles, certains documents disponibles en ligne, le guide des 27 dispositifs de financement, le template de business plan BPI France, une checklist « Suis-je prêt à lever ?» et le comparateur dilutif versus non dilutif. Le financement, c'est un moyen, pas une fin. Un moyen de réaliser votre vision, pas celle d'un fonds d'investissement, la vôtre. Ne courez pas après l'argent, faites que l'argent court après vous. Comment ? En créant de la valeur, de la vraie valeur, pas de la valorisation. Dans le prochain épisode, on attaque un sujet tout aussi crucial, s'associer pour entreprendre. Comment choisir ses cofondateurs ? Comment structurer le capital ? Comment gérer les conflits ? On recevra Alexandre Guéquier, avocat spécialiste des pactes d'associés, et Martin Rouher, chirurgien, devenu entrepreneur, qui nous racontera comment il a structuré son association pour créer Mayflow. Parce qu'après l'argent, c'est l'humain qui fait la différence. Le meilleur financement, c'est celui qui vous laisse dormir la nuit, pas celui qui fait les gros titres.